Au Bénin comme ailleurs, les salutations sont parfois perçues comme une obligation lorsque des personnes se rencontrent pour la première fois dans la journée. Sans l'accomplissement de ce rituel, difficile d'entamer une conversation. Si en passant, je vois des personnes petites ou grandes personnes assises, bon, je les salue sans les connaître, non ou pas. Parce que c'est un signe de respect. Si tu ne salues pas, on va traiter de impolitesse. Nous, les jeunes, on fait de la jeunesse et on ignore les grandes personnes. Donc, en passant, on ne les salue pas. Donc ça diminue. Pour certains, les salutations sont devenues une pièce rare au sein de la nouvelle génération. Un problème auquel il faut remédier. Hier, lorsque un jeune, un moins âgé que vous voit, c'est lui qui est le premier à aller vers vous pour vous saluer. Et lorsqu'un jeune salue, il ne doit pas tendre la main à son aîné. Il le salue. Quand nous, on était petits, pour saluer les gens, on croisait les bras pour saluer nos aînés. Que ce soit à la maison, que ce soit en ville. Quand vous voyez par exemple votre instituteur en ville, c'est vous qui courez vers lui pour le saluer, les bras croisés. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qu'on constate, ce n'est pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants, vous voyez, saluent sans même pouvoir dire bonjour papa ou bien bonjour maman, dit bonjour simplement. Il y en a d'autres qui tendent la main pour dire bonjour, ce qui n'est pas normal. C'est à la limite de l'impolitesse. Des fois, vous voyez des enfants qui vous dépassent, surtout quand vous êtes dans un milieu, disons, communautaire, dans une communauté, et que vous venez, et que parce que l'enfant ne vous connaissait pas, il ne prend pas la peine de vous saluer. Ou bien parce que vous avez une apparence de quelqu'un pauvre, il ne vous salue pas. Ce qui n'est pas normal parce que c'est par rapport à l'âge, c'est pas par rapport à la place de la personne dans la société qu'on salue. C'est par rapport à l'âge que le moins âgé vient vers le plus âgé pour le saluer. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout le monde reste debout pour dire bonjour. C'est les plus éduqués qui vous disent bonjour papa, bonjour maman, sinon bonjour, bonjour. Non. C'est dommage parce que c'est comme une dérive de la société dans laquelle nous... Il y a une perte de valeur tous les jours que Dieu fait. Les parents ne sont plus accrochés à l'ancien système. Ça part. Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Non, il faut des sachants. Et effectivement, nous perdons tellement de choses. Vous allez en Europe maintenant, vous mourrez dans votre chambre. C'est l'odeur de votre cadavre qui va arriver, le voisin qui dit tiens, qu'est-ce que nous sentons? Appelez la police. Or ici, lorsque on ne vous voit pas passer une ou deux fois, on s'inquiète déjà. La voyager, on s'intéresse à vous. Donc c'est des valeurs non monnayables. C'est un marqueur d'identité culturelle, c'est également une occasion de renforcement des liens sociaux, c'est également une expression de respect. Il faut saluer selon les circonstances, selon les acteurs en présence, selon le statut de l'acteur en présence. Il faut vraiment savoir comment saluer. Et cela passe par ce qu'on appelle la socialisation primaire. Lorsque nous naissons dans une famille, il y a ce qu'on appelle les rites. Ça, c'est un rite de présentation. Donc, il y a les rites profanes, c'est ce que nous faisons partout, salutation dans la rue, etc. Mais il y a les rites sacrés, c'est la salutation que nous faisons dans un lieu dédié, dans un lieu religieux, dans un couvent, comme je vais donner l'exemple. Mais il y a également cette forme de salutation qu'on peut observer partout. Et c'est une forme de respect. Donc, saluer les personnes âgées. Les salutations confirment donc l'identité humaine, l'éducation reçue et permettent l'ouverture vers autrui. Plus qu'une simple habitude, elle reste et demeure un héritage qu'il faut inclure dans son quotidien. Il est important que tous les Béninois sachent aujourd'hui, c'est très très important en réalité, qu'un fichier électoral n'existe plus. Donc, nous avions eu une LEPI, effectivement une liste électorale permanente informatisée qui a une durée de vie de 10 ans et qui s'est éteinte. Et en 2017, nous avons entamé le processus d'enregistrement de toutes les personnes physique en République du Bénin, de toute personne vivant au Bénin, qu'il soit étranger, qu'il soit béninois, de l'étranger, vivant à l'étranger. Nous avons enregistré tous les Béninois et désormais, chaque enfant qui naît sur le territoire béninois est enregistré dans un registre national. Et nous avons désormais, depuis 2019, le Code électoral a prescrit que
de ce registre que nous avons, qui est une base extraordinaire, qui est totalement innovant en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aujourd'hui les premiers à disposer de cet outil-là, où tous les Béninois ont un numéro unique aujourd'hui. Que de cet outil-là qui est là, à la veille de chaque élection, l'ANIP nous extrait ceux qui sont en âge de voter, ceux qui ont 18 ans et plus, pour participer à l'année électorale. C'est ce que la loi prescrit. Aujourd'hui, non, tous les Béninois vont s'inscrire sur le registre national, ce qui nous permet d'avoir le numéro AVIP, la carte CIP, la carte d'identité CEDEAO, et c'est grâce à ça que nous avons tous les papiers que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut aller demander un papier, on nous demande notre numéro NIP. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à la base. Et c'est d'ailleurs parce que nous n'avons plus de liste électorale, de fichier électoral sur lequel les individus ayant 18 ans et plus vont s'inscrire, qu'aujourd'hui tout Béninois peut voter avec sa carte d'identité, avec son permis de conduire, avec son passeport, parce qu'il n'y a plus de carte d'électeur. Comme il y avait une liste électorale, un fichier avant, comme il y avait un fichier électoral avant, il y avait des cartes d'électeurs. Non, maintenant il n'y en a plus. Il y a un registre national sur lequel tout le monde s'est inscrit. Donc nous avons nos cartes d'identité qui prouvent que nous sommes enregistrés en tant que Béninois sur ce registre-là. L'enfant qui naît aujourd'hui tout de suite est déclaré et est mis sur ce registre. La personne qui meurt, même à 100 ans, 200 ans, est déclarée et sort du registre. C'est une base de données de tout citoyen République du Bénin. Et cette base de données, la loi demande que 180 jours avant les élections, de cette base de données soit extraite une liste électorale provisoire qui va donner les statistiques des personnes en âge de voter. Et 120 jours avant le premier scrutin, maintenant, la NIP affiche cette liste-là avec chacun son centre de vote devant son nom. C'est ce qui est fait. Donc, même s'ils veulent auditer quelque chose, ils vont devoir patienter que cette liste électorale sorte 120 jours avant les élections pour pouvoir auditer cela. Et l'autre chose que je voudrais dire, bon, à la rigueur, s'ils veulent auditer quelque chose aujourd'hui, ce sera le registre national. Mais vous savez bien que nous avons la protection des données à caractère personnel aujourd'hui au Bénin, et la loi ne permet pas que tout le monde puisse aller se lever et puisse aller vers cet outil, un outil où les données de tous citoyens sont enregistrées. Donc je pense qu'ils vont être confrontés à la loi. En tout cas, je ne sais pas dans quel cadre on peut auditer le registre national, et c'est ce que ça a un intérêt, puisque ça ne concerne pas les élections. Quand un bébé naît aujourd'hui, par exemple, et qu'on l'inscrit sur le registre national, on ne demande pas son lieu de vote. Donc, si lui-même, au cours de sa vie, ne va pas ajouter son lieu de vote lorsqu'il devient majeur, lorsque la base va l'extraire, la base va l'envoyer voter chez lui, là où il a déclaré qu'il est né. Donc, il est très important que chacun puisse aller vérifier si, en face de notre nom, nous avons pris le soin de déclarer là où nous allons voter de façon correcte. Et si c'est fait, je pense que nous n'avons aucun souci à nous faire. Avant cette commémoration, des membres du Comité international des chercheurs se sont rendus en France et ont eu des séances de travail avec les autorités françaises et les responsables des sites où sont présumées gardées les archives manquantes. Les recherches se poursuivront après la commémoration. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus
pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification. Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. L'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et fidèles à leur vision d'un monde plus juste. Ensemble, pour la vérité historique restaurée du massacre de Thiaroye, pour la justice, la liberté et la dignité pleine et complète. Je vous remercie de votre aimable attention. Ils arrivent pour récupérer les corps de leurs proches. À l'hôpital de Nzérékoré, des parents de victimes sont désemparés. Ils cherchent à comprendre comment la situation a pu déraper ce dimanche pour atteindre cette issue fatale. Je dis mon frère, viens à la mort. Je dis à quoi on me dit viens. Je viens, je vois ma fille couchée. On m'a dit ce sont eux qui étaient au stade. Okay. Maintenant, nous sommes restés ici comme les gens venaient prendre leur corps. J'ai demandé si vous pouvez me remettre mon corps. On me dit oui. On m'a remis devant les gens qui étaient là. Au total, 56 personnes ont perdu la vie suite à une bousculade lors d'un match de football. Une rencontre qui se déroulait sans accroche avant qu'une bagarre éclate sur le terrain. Complètement bouleversé hier. Parce que quand on tente pour nous de sortir maintenant, ils ont barré la route avec les véhicules. Là, on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant, nous, on est restés en bas maintenant. Ceux qui sont venus en arrière-plan, c'est eux qui marchaient sur nous, qui marchaient sur nous. Moi, au moment où même je suis arrivée à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte. La Guinée
a entamé 3 jours de deuil national pour rendre hommage aux victimes, alors que la recherche de corps se poursuit. Déchiré depuis plus d'1 an par une crise humanitaire majeure, le Soudan doit faire face à une catastrophe sans précédent. Les produits alimentaires sont rares sur les marchés, les prix grimpent et les organisations humanitaires sont submergées. Conséquence, la population s'exile dans les pays voisins, notamment au Tchad. Le problème au Soudan est qu'il n'y a pas de sécurité et pas de stabilité. Nous sommes au Tchad en tant que réfugiés, mais nous aimerions retourner dans notre pays et rester dans nos maisons. Mais sans sécurité, c'est difficile. Nous avons des enfants, nous avons une famille, et comme la sécurité n'est pas garantie, nous resterons ici, jusqu'à ce que nous puissions retourner dans notre pays, si Dieu le veut. Ces Soudanais réfugiés au Tchad reçoivent le soutien d'organisations humanitaires qui elles-mêmes semblent dépassées par la situation. Ce qui me préoccupe le plus, c'est le manque de financement. Si nous ne disposons pas de fonds suffisants, alors que les arrivées sont plus importantes, nous ne pourrons pas faire face à l'augmentation du nombre de réfugiés. Cela peut conduire à la famine. Et pourtant, aucune perspective d'amélioration n'est prévue pour l'heure. Nous savons que la population dépend presque exclusivement de l'aide humanitaire et que cette situation n'est pas vraiment durable. Comme le conflit persiste et qu'il s'aggrave même à l'heure où nous parlons, nous prévoyons malheureusement que les réfugiés resteront ici pendant un certain temps. Plus de 700 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad depuis le début de la guerre en avril 2023. Entre mai et septembre 2024, 7 enfants sont morts de malnutrition dans un camp de réfugiés au Tchad. Ils sont de plus en plus nombreux. Des jeunes Burundais, à la recherche d'un avenir meilleur, arrivent en Tanzanie. Une immigration jugée illégale par les autorités qui accusent ces jeunes de détruire l'environnement. Ils sont donc traqués, arrêtés, battus et emprisonnés avant d'être envoyés au Burundi. On s'est retrouvés encerclés, on nous a arrêtés à 4 et conduits dans une prison. On nous battait même la nuit, on nous giflait, on nous maltraitait beaucoup. C'était très difficile. Recueillis par des familles d'accueil, ces jeunes tentent de reprendre une vie normale, loin de toute cette violence. Nous demandons à la Tanzanie de ne pas les maltraiter. Certains rentrent traumatisés, déprimés. Que le gouvernement tanzanien traite bien nos jeunes, comme nous faisons quand ils viennent chez nous. Au micro d'Africa News, le porte-parole de la Fédération pour l'enfance dénonce ces violences. On a des données dont nous disposons et pour la période qui va de juillet à septembre de l'année en cours. Et il y a 59 enfants constitués de 57 de sexe masculin et 2 filles. Bon, ces 59 enfants ont été expulsés de la Tanzanie. Il y a aussi 182 enfants, des enfants qui ont décidé de revenir eux-mêmes. En tout, en seulement 2 mois, environ 300 enfants burundais arrivés illégalement en Tanzanie ont été renvoyés. D'après la FENADEB, la pauvreté est à la base de ce mouvement massif. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la tête du G20, un rôle crucial qu'il occupe pour la première fois alors que l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis pourrait redéfinir la coopération mondiale. Ramaphosa a révélé avoir déjà échangé avec le futur président américain. Lorsque j'ai félicité le président Donald Trump, je lui ai dit qu'il devait venir en Afrique du Sud. Je l'ai d'ailleurs invité à y faire une visite d'État, notamment lorsqu'il viendra pour le G20.
Bien sûr, il y aura des discussions pour organiser cela de la meilleure manière possible. Nous attendons de lui qu'il participe au G20 en tant que président des États-Unis. Je suis impatient de lui passer le relais à la présidence du G20. Je pense qu'il y aura des mesures suffisamment solides pour assurer le bon déroulement du sommet, afin que le G20 puisse continuer à fonctionner efficacement tout en avançant les intérêts mondiaux. Il faut aussi se rappeler qu'à travers le G20, nous ne défendons pas les intérêts d'un seul pays, mais ceux des peuples du monde entier, collectivement représentés au sein de ce groupe qu'est le G20. Une déclaration qui souligne l'importance de maintenir un G20 inclusif et uni. La plus haute juridiction de l'ONU a ouvert lundi à La Haye des audiences historiques pour définir les obligations juridiques des États face au changement climatique et soutenir les nations vulnérables dans leur lutte contre ces effets. Les militants espèrent que l'avis de la CIJ aura un impact juridique majeur dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, certains craignent que cette demande d'avis consultatif, bien que soutenue par l'ONU, a un impact limité et que la décision de la Cour prenne des mois, voire des années. Les débats dureront 2 semaines devant 15 juges. Ces audiences interviennent après des années de lobbying des nations insulaires menacées par la montée des eaux. L'année dernière, l'Assemblée générale de l'ONU avait demandé à la Cour internationale de justice d'émettre un avis sur les obligations des États face au changement climatique. Les débats au Palais de la Paix font suite à la conclusion d'un accord climatique lors de la COP 29. Cet accord prévoit que les pays qui émettent le plus de CO2 fournissent au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour financer la lutte contre le changement climatique. Cependant, l'accord final n'a pas mentionné l'abandon des énergies fossiles. Après Busan, Bakou, Riyad et depuis lundi, le centre des discussions devra apporter des solutions à la désertification qui mine la planète. La sécheresse touche un tiers des terres émergées du continent, affectant durement les petits agriculteurs. Comme vous pouvez le constater, les précipitations sont rares. Bien que la pluie a été annoncée, elle se fait encore attendre. Nous gardons espoir. À l'ouverture de la COP 16, un partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse a été annoncé. Ce partenariat vise à mobiliser 21,5 milliards de dollars pour soutenir les 80 pays les plus touchés par la sécheresse dans le monde. En parallèle, le Fonds international de développement agricole a lancé un appel à la mobilisation des ressources pour renforcer la résilience des communautés agricoles. Les 500 millions de petites exploitations agricoles sont les plus durement touchées par les effets du changement climatique. Ces agriculteurs sont les plus vulnérables et les moins privilégiés. Il est indispensable d'investir dans ces exploitations si l'on veut préserver la sécurité alimentaire. En raison des faibles précipitations, au moins 40% des agriculteurs ont vu leur récolte complètement détruite par la sécheresse liée à El Niño, l'une des pires en 40 ans. En visite en Angola, le président américain Joe Biden a marqué son séjour par un passage symbolique au musée national de l'esclavage mardi. Ici, des millions de personnes furent arrachées à leur liberté et à leurs terres pour être envoyées dans des conditions inhumaines vers les Amériques. Nous sommes ici aujourd'hui dans un lieu chargé de sens. Avant de célébrer les progrès de notre amitié, nous devons réfléchir à ces débuts douloureux. Les vents et les vagues murmurent l'histoire de jeunes hommes et femmes d'Angola, nés libres mais enchaînés et forcés à une marche de la mort jusqu'à cette côte par des négriers en 1619. Ici, on les a baptisés dans une foi étrangère contre leur gré. Leurs noms ont été effacés, remplacés par Anthony et Isabella, avant d'être embarqués sur un navire négrier pour traverser l'effroyable passage du milieu
entassés par centaines. C'était le début de l'esclavage aux États-Unis, une période cruelle, brutale et déshumanisante. Ce fut le péché originel de l'Amérique, une ombre qui hante notre nation depuis. À Luanda, Joe Biden inscrit l'histoire comme premier président américain en visite. Son passage au musée national souligne la mémoire d'un passé commun et douloureux.